Merci beaucoup de votre invitation. Merci aussi d'avoir choisi ce sujet des incertitudes. Je trouve que vous m'avez convaincu en préparant ce sujet que le Covid-19 est une sorte de leçon d'incertitude et c'est un vrai catalogue des incertitudes que l'on peut faire aujourd'hui sur beaucoup de points. Et je pense que ça a été évidemment très éclairant sur la façon dont le public a pu percevoir nos faiblesses et nos limites en tant que chercheurs dans toutes les disciplines qui ont touché à la pandémie de Covid. Moi, je voudrais parler de 5 types d'incertitudes, enfin d'incertitudes sur 5 domaines, si j'ai le temps dans les 15 minutes. Le premier, c'est celui de l'épidémiologie et de la veille sanitaire. En fait, on a des incertitudes à tous les étages qui sont finalement assez réalisantes pour le pilotage de la politique publique dans le domaine de l'épidémiologie et de la veille sanitaire. C'est-à-dire que je ne parle pas du tout, bien entendu, de la France, hein, c'est très global. Peut-être à part le Royaume-Uni, j'y reviendrai, qui a sans doute l'un des meilleurs systèmes aujourd'hui sur la mesure du numérateur et du dénominateur. Le numérateur étant le nombre de cas et le dénominateur la population. Tout le reste est d'une très grande incertitude. Les chiffres sont, pour vous dire, quand on avait en janvier en France un jour 300 000 cas rapportés, Arnaud Fontanet disait mais il y en a peut-être 500 000. Et puis les CDC nord-américains ont dit nous on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un facteur de 1 à 4 d'incertitude sur les données qui sont rapportées à la veille sanitaire des CDC. Donc on peut dire que l'incertitude est très grande et pourtant les financements dédiés au PCR à cette époque-là étaient colossaux. Et avec un très faible résultat épidémiologique, les pouvoirs publics ne sachant toujours pas aujourd'hui combien il y a de contamination sur le territoire, combien aussi finalement il y a de formes symptomatiques, combien il y a de formes hospitalisées, combien de décès. Par ailleurs, les incertitudes portant sur les décès avec ou par Covid sont importantes. Donc c'est compliqué et ça a une conséquence, je l'ai dit, sur les politiques publiques, mais ça a également et bien sûr des conséquences sur la qualité des prévisions épidémiologiques qu'on peut imaginer faire, sans compter que les modèles de prévision épidémiologique sont d'une très grande incertitude également. Nous pensons à Genève et avec les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich avec lesquelles on fait des prévisions tous les jours qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui au-delà de 7 ou 15 jours, qu'on a une capacité prédictive extrêmement faible sauf dans de très rares circonstances. Donc, je pense qu'on peut beaucoup améliorer les choses, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des plateformes de surveillance des eaux usées qui donnent probablement des données beaucoup plus fiables que ce que l'on a avec les PCR tout va. Il y a aussi, et c'est ça que les Anglais ont développé, parce que ça, on a en France, on a dans beaucoup de pays des études sur les eaux usées, qui permettent en plus le séquençage des souches, donc c'est très intéressant, y compris pour l'évolution des variants. Et les Britanniques ont mis en place des sondages, un sondage sur plus de 150 000 Britanniques qui donnent un peu de salive ou un prélèvement nasopharyngé régulièrement et même un peu de sang de temps en temps aussi, avec l'échantillonnage est représentatif de la population britannique et participe ainsi à la surveillance. C'est une forme participative d'épidémiologie qui est en fait beaucoup plus efficace et qui donne des estimations beaucoup plus proches de la réalité que ce que peuvent donner ce que j'appelle les PCR à tout va. Le deuxième point que je voudrais donner, c'est sur
l'incertitude autour de l'efficacité et du bien fondé des mesures non pharmacologiques. Alors, vous l'avez dit, l'incertitude peut être utilisée à des fins que j'appellerais politiques. Par exemple, l'incertitude autour des masques. On avait une petite incertitude sur l'efficacité des masques en population générale, qui a été utilisée pour masquer une forme de ou pour gérer la pénurie de masques à cette époque-là. C'était au début de la pandémie, au printemps 2020. Aujourd'hui, on a vu un petit peu les mêmes réflexes revenir à propos des masques FFP2, avec un peu d'incertitude. C'est vrai qu'il y a des incertitudes sur les FFP2, non pas tellement sur leur capacité de filtration. En laboratoire, elles sont très claires, mais c'est vrai que les essais cliniques n'avaient jamais montré tellement d'efficacité, de supériorité des FFP2 sur les masques chirurgicaux, par exemple. Et cela, parfois, a pu être utilisé, cette incertitude a pu être utilisée pour gérer la pénurie. On peut dire aussi que les incertitudes ont été aussi à tous les étages, avec des papiers donnant des incertitudes sur le bien fondé des réductions de mobilité, de couvre-feu, de confinement. Avec des grandes variations de durée de quarantaine, par exemple, entre les pays, allant jusqu'à 3 semaines à Hong Kong ou à 5 jours chez nous à certains moments. Incertitude aussi sur les stratégies même des politiques de riposte contre la pandémie. Est-ce que le zéro Covid est une politique plus efficace que les politiques plus de mitigation, comme on dit en anglais, enfin de vivre avec. Mais l'incertitude que je voudrais donner plutôt ici est celle qui concerne la mise en place et la levée des mesures. De façon très étonnante, encore après 2 ans de pandémie, on a des politiques qui mettent en place des mesures et qui lèvent des mesures pas tant sur des critères et des indicateurs sanitaires, mais le plus souvent sur des calendriers. On nous dit le 14 mars, on supprimera les masques en milieu intérieur, avec une forme de pensée magique que le 14 mars, donc la situation sera suffisamment saine pour le faire sur le plan épidémiologique. Donc l'incertitude ici n'est pas est presque entretenue, ou elle est presque voulue politiquement, parce que on ne va pas décider ces mises en place et ces levées de mesures à partir d'indicateurs sanitaires. Autre mode d'incertitude, c'est sur la transmission. Alors, c'est presque la première incertitude chronologiquement. Si vous vous souvenez, les tout premiers débats, c'était est-ce que le virus est à transmission interhumaine? Et les Chinois ont refusé la transmission interhumaine. Le gouvernement chinois l'a refusé jusqu'au 20 janvier, si vous vous souvenez, et l'OMS, qui n'était pas attitré pour aller investiguer à ce moment-là, n'a pas pu et n'a pas souhaité contredire les Chinois. C'est ainsi que l'OMS fait. Elle repose sur les pays, elle n'intervient pas, elle n'a pas le pouvoir d'intervenir au-dessus des pays. Et ça a eu des conséquences très probablement assez importantes, en particulier l'absence même d'application du principe de précaution, qui aurait pu dire on va considérer jusqu'à preuve du contraire que le virus est à transmission interhumaine. Le virus était connu, le 10 janvier 2020, sa séquence complète est publiée, c'est un SARS-CoV-2, donc on sait que c'est un virus proche de celui du SRAS, et on pouvait peut-être appliquer un principe de précaution. Ni les Chinois, ni l'OMS n'ont souhaité le faire, ni même d'ailleurs les pays tiers, les pays membres de l'OMS qui auraient pu le faire. Au contraire, les avions, jusqu'au 20 janvier, ont continué d'atterrir et de décoller de Wuhan et de disperser le virus un peu partout dans le monde. Sur les modes de transmission aérosols, l'incertitude n'a pas été très grande, mais malgré tout, je dirais que la culture moderniste
contre les miasmes morbides du 19e siècle, contre le fait que des pathogènes soient véhiculés par la voie aérienne, est une culture très profonde, encore une fois moderniste, c'est-à-dire des hygiénistes en particulier, mais des chercheurs des temps modernes du XXe siècle qui voient le rôle très important de la transmission manuportée. Et cela va peser assez lourd aussi dans les politiques publiques et notamment dans les institutions de santé publique, que ce soit les CDC, que ce soit l'OMS, vont être très on dit réticentes à accepter la voie aérienne de transmission du coronavirus. Mais encore aujourd'hui, même si l'on sait que la voie par transmission aérosol est forte, la discussion sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur met beaucoup de temps à s'installer parmi les politiques. Ce n'est pas un sujet qui est extrêmement populaire nulle part et qui intéresse énormément les gens. Il faut savoir que du temps des miasmes morbides, Jon Snow, après Jon Snow, il y a eu 50 ans avant que vraiment les politiques publiques prennent en compte le rôle de l'eau et de l'assainissement dans la lutte contre les épidémies de gastroentérite et en particulier de choléra. Deux points rapidement, s'il me reste 3 minutes, je crois. L'un sur les vaccins, enfin sur l'immunité collective. La grande incertitude autour de l'immunité collective qui est liée aussi au fait que l'idée qui est derrière l'immunité collective est que l'on a une immunité qui est bloquante, qui est protectrice. Or, en fait, on a une immunité protectrice sur la transmission, peu protectrice sur la transmission, et en revanche protectrice sur les formes graves, formes sévères de la maladie. Il n'y a donc pas d'immunité collective facile à atteindre dans cette pandémie, sauf à l'intérieur même d'une souche. C'est-à-dire que probablement on a atteint l'immunité collective au sous-variant BA1 dans la vague Omicron du mois de janvier pour la première fois, c'est-à-dire que sans avoir fait de confinement, les courbes sont redescendues. Probablement, on le doit à l'immunité collective, mais probablement la souche BA2 échappe en partie à la vaccination. C'est pour ça que redémarre en ce moment, dans certains pays d'Europe, le dynamique épidémique. Beaucoup d'incertitudes, je disais, à tous les étages, mais en termes d'immunité, c'est bien sûr sur les vaccins, beaucoup d'incertitudes, non pas tant sur leur efficacité et leur sécurité, mais une très grande hésitation vaccinale d'un grand nombre de groupes dans la population. Donc, cette hésitation vaccinale est de plusieurs types. Je ne vais pas avoir le temps ici de la détailler. Elle est extrêmement intéressante je pense, sous le terme de l'incertitude à analyser. Et mon dernier point, tout dernier point dans ma dernière minute, ce sera sur les médicaments. Beaucoup d'incertitudes sur la notion de repositionnement des anciens médicaments. C'est une idée absolument extraordinaire, le repositionnement d'un médicament. L'idée de la chloroquine aurait été, ou de l'ivermectine aurait été extrêmement intéressante si ces produits avaient été efficaces contre le Covid en essai clinique. Or, en fait, ce que l'on voit, c'est surtout qu'on n'a pas de plateforme permettant d'avoir le savoir-faire de l'industrie du médicament qui, elle, n'a aucun intérêt à développer des médicaments repositionnés puisqu'il n'y a plus de brevets derrière, dans la plupart des cas. Et donc, on a, à part des médicaments qui ont une très grande efficacité indiscutable, comme la dexaméthasone ou peut-être le tocilizumab, on n'a pas pour les autres une efficacité qui est extraordinaire, mais peut-être qu'il y a une efficacité dans certains groupes, peut-être qu'il y aurait une efficacité que des industriels du médicament, avec leur savoir-faire, sauraient préciser. Mais ici, l'incertitude est plutôt liée au fait qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir le savoir-faire et la qualité des niveaux de preuve acquis par les essais cliniques réalisés dans le cadre des développements des nouveaux médicaments, je pense. Voilà. Et puis après, on pourra rediscuter. Il y a beaucoup d'autres niveaux d'incertitude, mais je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation millimétrée. Alors, je donne une indication générale pour les deux autres intervenants. J'avais donné une indication de temps, mais qui est interprétée de manière tout à fait souple. Donc,
il ne faut pas se sentir tenu par un temps à ce point précis. Et puis en effet, comme Léo Koutelek l'indique dans le chat, on a un peu pris l'habitude de ce que les questions qui viennent aux personnes qui écoutent le webinaire en cours d'intervention soient posées sur le webinaire. Donc, il est possible de procéder de cette manière, ce qui permet de reprendre les questions à la fin de l'intervention. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent poser des questions. Je dois dire que parmi les points que vous avez évoqués, qui rejoignent une certaine chronologie dans la crise, la question des vaccins, avec naturellement cette dimension d'efficacité et de sécurité vaccinale, est intéressante, mais la notion d'hésitation vaccinale me semble particulièrement intéressante à creuser. Peut-être pourriez-vous en dire quelques mots? Oui, alors je pense qu'on a eu trop tendance à ne pas accepter l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'hésitation vaccinale était le fait d'anti-vax. Quand je dis le on, c'est à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les experts et souvent les médias. Il y a donc eu une sorte de classification très rapide du fait que les gens seraient anti-vax quand ils étaient hésitants vis-à-vis du vaccin. En fait, c'est très intéressant de voir que l'hésitation vaccinale, d'abord, a énormément évolué. Si vous vous souvenez, en décembre 2020, lorsque les vaccins sont arrivés à maturité et qu'on savait qu'ils allaient arriver sur le marché, on a eu beaucoup de Français, la proportion de Français dans les sondages qui disaient qu'ils ne voulaient pas être vaccinés était élevée. Ça ressemblait à ce qui s'était passé finalement pour la pandémie de grippe H1N1. Donc, les pouvoirs publics en ont déduit que la France était anti-vax et que majoritairement, et qu'il serait difficile d'avoir une bonne couverture vaccinale. Et la réalité a été tout autre, puisque aujourd'hui, on a plus de 80% de la population adulte vaccinée. En fait, il y a une hésitation vaccinale. Et en fait, il n'y a pas une hésitation vaccinale, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des hésitations vaccinales. Je crois qu'ici, il manque un peu de recherche sociale, en sciences sociales, de façon plus approfondie sur ces questions-là. Bien sûr, il y en a et il en existe. Eddie Larson à la London School of Hygiene est une anthropologue qui a beaucoup étudié ces questions bien avant la pandémie. Et moi, j'aime assez bien la classification, plusieurs types d'hésitation vaccinale. Pour faire assez bref, il n'y a pas de comparaison facile à faire entre les Noirs américains qui ont une hésitation vaccinale qui est beaucoup plus liée à leur, comment dire, méfiance vis-à-vis du pouvoir en place, à majorité blanche, qui est discriminante tant sur le plan de la police que de la justice, et par assimilation à tout ce qui vient du gouvernement, notamment du gouvernement fédéral. Et il y a une très grande différence. Alors, on peut peut-être associer l'hésitation vaccinale ultra-périphérique d'Europe, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, à ce type d'hésitation vaccinale, ça d'accord. Et peut-être même, par extension, celle que l'on trouve dans certains quartiers défavorisés de France métropolitaine ou de Grande-Bretagne. En revanche, elle est très distincte de la hésitation vaccinale que j'appellerais plus bobo, sans critère de jugement, mais je veux dire plus liée à des mouvements alternatifs, à des mouvements plus bio, médecine alternative, à Genève, courants anthroposophes qui sont avec des médecins, avec toute une, je dirais, une réflexion derrière, qui n'est pas anti-vaccinale. Ils sont vaccinés contre la polio et contre le tétanos, mais ils ne sont pas vaccinés contre la rougeole ou contre le Covid. Et il y a donc une hésitation sur des produits très innovants, n'ayant pas fait leurs preuves depuis longtemps, etc. Je pense qu'elle est très différente. Elle n'est pas associée à une méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle est plutôt associée à une méfiance vis-à-vis du big pharma, vis-à-vis de la génétique également, des innovations thérapeutiques de façon plus générale, avec une préférence vers les médecines naturelles, les médecines alternatives. Et puis, il y a encore un troisième type qui est un petit peu voisin du premier, mais qui n'en est pas le même, et qui est celui de l'ex-RDA. Sachant qu'en Ukraine, il y a 30%, 35% de vaccinés seulement. Dans tous les pays de l'ex-RDA, il y a en Saxe
de l'ex-RDA, excusez-moi, de l'ex-bloc soviétique, en Saxe ex-RDA aussi, donc y compris en Allemagne, aujourd'hui, il y a en Saxe une forte réticence à se faire vacciner, et dans tous les pays de l'ex-bloc soviétique, forte réticence qui, elle, ça peut s'associer à une certaine méfiance vis-à-vis des autorités publiques et vis-à-vis des produits qu'on leur propose, faits avec des vaccins de l'industrie pharmaceutique publique. Intéressant de voir que les intellectuels occidentaux critiquent souvent les pharmas, mais en fait, la population est beaucoup plus confiante dans les produits fabriqués par l'industrie pharmaceutique privée que les peuples qui ont des vaccins venant de l'industrie pharmaceutique d'État, puisque les vaccins, que ce soit les vaccins chinois ou les vaccins russes, font l'objet de beaucoup plus de méfiance de la part des populations qui en sont les récipiendaires. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'hésitation vaccinale. Merci beaucoup. Alors là, vous évoquez l'hésitation vaccinale du côté de la personne vaccinée ou à vacciner. Mais finalement, est-ce que le pass n'a pas été le signe d'une hésitation du côté de l'État? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu d'obligation vaccinale en France. Comment interprétez-vous ce choix-là? Est-ce que c'est pas la manifestation aussi d'une hésitation dans l'exercice du pouvoir? Alors, c'est intéressant parce que la notion d'obligation vaccinale est assez culturelle, au sens où, par exemple, en Suisse, nous n'avons pas d'obligation vaccinale, y compris pour les soignants, y compris pour l'hépatite B, sans parler donc du Covid, hein. Donc la notion d'obligation vaccinale est presque, comment dire, antinomique de la tradition germanique. C'est pas tout à fait exact, puisque en effet, les Autrichiens ont rendu le vaccin obligatoire et sont probablement les seuls d'Europe à l'avoir fait, je crois, hein. Donc il y a bien des peuples germaniques qui se sont lancés dans la vaccination obligatoire. Et Christian Drosten est pour la vaccination obligatoire en Allemagne, par exemple. Donc cette culture n'est pas complètement homogène. Mais en France, là, il y a une tradition de vaccination obligatoire qui est forte, avec 11 vaccins obligatoires dans l'enfance, avec des vaccins obligatoires dans certaines professions, pas simplement de santé. Je crois que les égoutiers, c'est la même chose. Il y a donc un certain nombre il y avait la possibilité de rendre la vaccination obligatoire en France probablement de façon plus faisable que dans d'autres pays, et même peut-être au-delà de cela, un certain nombre de personnes pensent que si l'État ne rend pas la vaccination obligatoire dans un pays comme la France, c'est que probablement il a des doutes sur sa sécurité et qu'il ne veut pas assurer quelque part, puisque rendre la vaccination obligatoire, c'est un système assurantiel de l'État vis-à-vis des effets indésirables potentiels de la vaccination. Donc on peut penser qu'en effet, il y a en France une certaine volonté de l'État de ne pas rendre la vaccination obligatoire, qui peut être associée, en tout cas aux yeux de certains Français, comme un aveu de faiblesse dans le domaine. Il y a un certain nombre de questions sur le chat, dont une très brève sur quid de l'hésitation vaccinale concernant les jeunes enfants. Donc peut-être que l'on peut répondre à cette question-là. Et puis, je propose que par la suite, si c'est possible d'un point de vue technique, Gérard Lévy prenne la parole, parce qu'il a fait un très très long commentaire, et je pense qu'il est difficile de parler dans le cadre du webinaire et en même temps de lire un message aussi long. Donc peut-être d'abord la question très, très courte, quid de l'hésitation vaccinale concernant les jeunes enfants, et puis après votre réponse, Monsieur Lévy fera ses remarques. Alors, l'hésitation vaccinale des enfants en France est l'une des plus fortes d'Europe. C'est un des pays les moins vaccinés chez l'enfant. En réalité, les pays francophones ont des pédiatres assez hésitants sur le plan des nouveaux vaccins. Je dis ça fréquemment, et je ne veux pas faire d'insultes aux pédiatres qui, en fait, ont une très grande préoccupation de la santé de leurs enfants, des enfants qu'ils soignent, mais le fait est que ce soit lorsque c'était le vaccin de la rougeole, mais aussi le vaccin de la varicelle, et puis maintenant le vaccin du Covid, on voit que les pédiatres ne sont pas des turiféraires de la vaccination des petits, avec une théorie
entrée assez forte d'immunologistes, soutenus par Jean-François Bach en particulier, que les défenses se font par l'exposition aux virus sauvages et qui peuvent être de meilleure qualité pour le futur de l'enfant et de l'homme adulte que les défenses acquises par la vaccination. Et cela à la peau dure. C'est pas, le fondement scientifique sont quand même pas totalement partagés par toute la communauté scientifique des immunologistes, et ils ont la peau dure parce que les pédiatres sont souvent assez convaincus que ces maladies infantiles forgent l'immunité de l'enfant. Et lorsque aux États-Unis, il est intolérable qu'un enfant ait la varicelle alors qu'on bénéficie d'un vaccin bien toléré et efficace, et que par ailleurs, sur le plan économique, la varicelle, ça immobilise un des deux parents généralement pendant quelques jours à la maison et ça a un coût économique conséquent, on peut dire que les Français n'ont pas du tout cette même appétence vis-à-vis du vaccin de la varicelle. Pour le vaccin Covid, je pense qu'on retrouve la même chose, un virus extrêmement peu offensif chez l'enfant, ou considéré comme tel, même si on peut le discuter davantage pour le Covid long, et un refus de voir dans l'enfant un vecteur, l'enfant qui a d'ailleurs par ailleurs suffisamment payé pour le Covid par les confinements, par les fermetures d'écoles, ne doit pas encore souffrir d'un vaccin qui ne lui est pas nécessaire. Quelque chose autour de ce genre de discussion. Alors, je vous remercie de cette réponse. Peut-être que Gérard Lévy peut prendre la parole parce que son texte est très fourni, donc ça se prête peut-être plus à une intervention orale, si c'est possible. Alors, je crois que ça n'est pas possible, donc je propose qu'on reprenne les questions ou les remarques qui sont faites. Donc Alain Fontaine a une question. Au-delà de la description très intéressante et des critiques des exploitations politiques, y a-t-il des idées pour le traitement de ces différentes incertitudes en termes d'aide à la décision collective ou individuelle? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre bien la question. Si c'était, est-ce qu'il y a des solutions pour chacune des incertitudes? Je crois qu'il y en a en tout cas pour certaines. Par exemple, l'incertitude de la veille sanitaire, j'ai fait des propositions, meilleure utilisation des eaux usées, de l'analyse des eaux usées ou de la constitution de sondages, par exemple, de sondages représentatifs. Pour la question des aérosols, j'ai souvent préconisé le fait qu'on s'intéresse davantage, par exemple, à la ventilation, à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, un peu comme à un moment on s'est intéressé à l'assainissement des eaux quand il s'agissait de la pollution par le bacille du choléra. Donc, je ne sais pas si c'est cela que veut dire, que pose comme question Alain Fontaine, mais à mon avis, pour l'hésitation vaccinale, les choses sont assez compliquées. On sait très bien qu'il faut prendre chacune des typologies d'hésitation et certainement pas, en tout cas, juger que les gens sont des antivax, mais il y a eu des propositions qui ont été faites dans chacune des hésitations. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien ou pas à la question. Alors, je vois Gérard Lévy qui apparaît à l'écran, donc je propose qu'il reprenne le cours de ses remarques et éventuellement de sa question. Merci. Monsieur Lévy, il faut que vous activiez votre micro, on ne vous entend pas. Non, on n'entend toujours pas et il y a peut-être un problème de volume parce que le micro fonctionne a priori. Frédéric, je suis pas certain que les personnes puissent parler à l'extérieur à part le groupe des intervenants. Voilà. D'accord. Bon, alors je vais, merci Emmanuel. Je vais reprendre un peu le sens des remarques qui ont été faites sur le chat. C'est un peu long. Il y a une remarque générale qui est faite sur la logique de prévention et sur l'idée que
il aurait plutôt été pertinent de protéger les personnes les plus vulnérables au regard des chiffres de décès en fonction de l'âge, en fonction des comorbidités. Donc c'est une interrogation sur la stratégie qui a été retenue. Et comment comprendre pour un pays qui a été exemplaire dans les vaccinations obligatoires, BCG, poliomyélite, de voir les gouvernements hésiter avec l'appui de certains épidémiologistes et vaccinologues, la prévention des risques majeurs, et visiblement la Covid-19 est comprise comme un risque majeur, devrait être renforcée encore plus par les pouvoirs publics. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que finalement, il faudrait considérer la Covid-19, ou il aurait fallu la considérer comme un risque majeur nécessitant un renforcement de l'action des pouvoirs publics? Écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas extrêmement critique sur la façon dont les Français ont géré la couverture vaccinale, la campagne vaccinale. Je trouve qu'elle est plutôt un succès et je ne suis pas sûr que nous aurions fait le même séminaire il y a exactement un an. Nous aurions parié sur une couverture vaccinale de plus de 80% de la population éligible française. De façon, j'allais dire spontanée, ce qui n'est pas vrai. Bien entendu, le pass sanitaire y a été pour beaucoup. Mais finalement, le pass sanitaire était assez astucieux. Je pense que c'est quelque chose qui a été finalement un objet assez efficace, tant pour limiter la propagation du virus l'été dernier, puisque c'est en août qu'il a été instauré, que pour booster considérablement la couverture vaccinale du pays. Donc, je trouve que finalement, bien sûr, les Portugais ou les Espagnols ont été encore plus efficace en obtenant une couverture vaccinale très élevée sans recourir véritablement au pass vaccinal et sans obligation vaccinale. Mais finalement, moi, je n'aurais pas été de ceux qui auraient pensé qu'on arriverait à quelque chose qui est en fait proche de 90% de la population, parce que les enfants en plus sont peu vaccinés, donc on est à plus de 90% de la population éligible vaccinée, d'une façon que j'appellerais presque spontanée, en tout cas sans recours à une obligation vaccinale. Par ailleurs, l'obligation vaccinale, autant chez l'enfant, elle est plus facile à mettre en œuvre, d'autant plus que l'école, sinon, c'est compliqué d'aller à l'école, d'avoir les activités scolaires, etc., quand l'enfant n'est pas vacciné. Autant chez l'adulte, ça aurait été très compliqué, on n'allait pas attacher de force les gens pour les piquer et les vacciner, donc ça n'aurait pas changé énormément et ça aurait été encore plus clivant comme dispositif. Donc je suis pas de ceux qui sont les plus critiques sur la stratégie gouvernementale française en matière de vaccination. Les Allemands, les Suisses ont 10 points de moins de vaccination par rapport aux Français. Donc on peut dire que les Français peuvent quand même être assez satisfaits de la façon dont ils ont réussi. Alors après, la question des groupes à risque, de stratégie de vaccination des groupes à risque, c'est une stratégie des pays pauvres. Et une stratégie astucieuse. L'Afrique du Sud n'a que 30% de couverture vaccinale, mais quasiment la même couverture vaccinale que la nôtre, en France ou en Suisse, vis-à-vis des populations à risque et des populations âgées. Donc si vous avez très peu de vaccins, c'est normal de ne la donner que... Enfin, c'est pas normal, c'est astucieux parce que Hong Kong a fait le contraire. Et Hong Kong paye très cher aujourd'hui sa politique qui était de ne pas vacciner suffisamment les personnes âgées. En fait, c'est pour des hésitations vaccinales, car ils avaient le vaccin, mais ils n'ont pas voulu le vaccin, les plus de 80 ans à Hong Kong. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en réanimation ou décédés. Donc je pense que la stratégie française pourra être évaluée tranquillement, mais elle a sauvé un très grand nombre de vies. La dernière partie de votre intervention insiste sur le bénéfice de la vaccination. Le chat fait allusion à une autre dimension en réalité autour de cette problématique d'hésitation vaccinale et de passe sanitaire. C'est la question qu'on a déjà évoquée d'ailleurs dans le cadre du webinaire, qui est celle de la confiance. C'est-à-dire que Margot Smirdek pose la question, le pass sanitaire est peut-être efficace sur le moment, mais qu'en est-il de ses possibles répercussions sur la confiance des Français à long terme? Et là, je pense qu'il y a une véritable question sur cette problématique de la confiance.
une personne pose la question, qu'avons-nous appris qui permettent de penser que nous sommes mieux préparés à un autre événement infectieux? Bonne question. Alors, je pense qu'on a bien appris qu'on était mal préparé. On a appris, je ne sais pas si on a bien appris de ceux qui étaient mieux préparés et qui ont mieux réagi. Parce que il n'y a pas eu beaucoup de débats en France, mais également en Europe de l'Ouest, sur les stratégies, véritablement, les stratégies politiques vaccinales. Il y a un séminaire des CDC qui avait fait en 1999, donc il y a longtemps, une typologie des ripostes contre les pandémies en disant il y a la stratégie de mitigation, vivre avec, la stratégie on va dire française, la stratégie de suppression, supprimer, c'est-à-dire circulation très faible du virus, c'est celle que nous avons en France contre le VIH par exemple, mais c'est celle que les Japonais ont utilisée contre le Covid, et puis la stratégie zéro Covid d'élimination, on l'appelait d'élimination ou d'éradication, variole ou zéro Covid. Et finalement, les peuples asiatiques qui avaient une préparation beaucoup plus fine vis-à-vis d'un risque venant de Chine ou venant en tout cas de cette partie du monde d'émergence épidémique avec la grippe aviaire, le SRAS, etc., lorsqu'ils ont reconnu la séquence du SARS-CoV-2 et lorsqu'ils l'ont vu publier, ils ont immédiatement embrayé vers une stratégie de type suppression ou élimination et pas d'une stratégie de mitigation qui est la stratégie recommandée pour la grippe. Dans le fond, nous n'avons pas fait cela. Finalement, on a une mortalité qui est bien plus élevée que les autres pays. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques pays européens qui l'ont fait. Les Finlandais, les Norvégiens, les Danois ont plutôt eu une politique de suppression et les Allemands et les Suisses également. Enfin, entre les deux plutôt. Mais il n'y a pas vraiment eu de discussion, à ma connaissance, sur ce type de stratégie et de politique. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'on aura appris, que la mémoire collective aura appris. Vis-à-vis de la confiance, en revanche, je trouve que, d'abord, beaucoup d'études montrent que la confiance est un déterminant majeur de la bonne riposte à la pandémie. Et en fait, je trouve que ce que montre l'Europe de l'Ouest, avec sa capacité à avoir vacciné aussi bien sa population par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris à haut niveau de revenus de l'OCDE, montre quand même que le capital confiance dans les experts, les scientifiques et les gouvernements est beaucoup plus élevé en Europe qu'on ne le laissait dire ou qu'on ne pouvait le penser, même d'un pays comme la France qui semble très souvent en conflit avec elle-même et je dirais, en disqualification de ses propres pouvoirs en place une fois élu. Donc je trouve quelque part qu'on a plutôt des indicateurs de confiance élevés vis-à-vis des politiques gouvernementales dans les différents pays d'Europe. Je vous remercie. Bon, c'est une note optimiste sur la confiance.